Alors, merci à vous tous qui démontrez de l'intérêt pour nos droïdes, tous ceux qui ne sont pas de ma famille ici présents. Alors, je vais vous présenter nos conférenciers aujourd'hui. En fait, moi-même, ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Harvey. Je suis aussi appelé Jabba, communément sur Facebook. Je suis le fondateur de Québec Astromech et le constructeur de R2, le R2 en métal ici devant vous. J'ai avec moi Jonathan Dumoulin, qui est le fabricant de Dio, BB9, et aussi un R2 qui est resté à notre camp. Il y a Dominique Echeverry qui est avec moi, constructeur de R2. Et il y a aussi Alex Rondeau, un autre constructeur de R2, celui en aluminium ici, juste devant nous. Alors, qui sommes-nous, Québec Astromech? En fait, c'est le regroupement québécois de tous les fabricants de droïdes, initialement les robots de Star Wars. Par la suite, on a élargi un peu nos horizons. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le R2 Builders Club, qui est le premier club international qui a été créé de fabricants de robots de l'univers de Star Wars. À ça, c'est créé d'autres. Par la suite, c'est créé d'autres clubs, le BB-8 Builders, il y a les Mouse Droid Builders. Et comme je disais, on a élargi nos horizons. Maintenant, on a les Wally Builders qui font aussi partie de notre univers. Donc, dans le fond, nous, à Québec Astromech, l'idée était de rassembler tout ce petit monde-là sous une seule bannière. Donc, on a un groupe, une communauté d'entraide. On travaille de pair, dans le fond, souvent sur la construction de robots, mais aussi pour faire des événements. Alors nous, vous allez souvent nous voir, en fait, dans les Comic-Con, on est pratiquement toujours présents. On fait des événements de moindre envergure aussi, exemple le Shawicon, qui est le même principe, mais un peu moins élaboré que le Comic-Con ici à Montréal. Ce qui est je dirais, une partie très, très intéressante de notre travail, notre hobby, en fait, c'est de prendre part à des événements de charité. Donc, on fait régulièrement des visites dans les hôpitaux pour les enfants. Juste de pouvoir leur apporter un peu de sourire dans leur journée, c'est quelque chose de très touchant pour nous. Donc c'est ça, les fondations et les hôpitaux, c'est des événements qu'on couvre. Alors sans plus tarder, je vais laisser Jonathan prendre la parole puis vous expliquer un peu plus en quoi ça consiste en fait la conception d'un droïde. Bonjour tout le monde. Première des choses, comment qu'on passe de l'écran, donc de la conception d'un droïde, de ce qu'on voit à l'écran, soit d'un film, ou dans notre cas, ici présent pour Dio, au Star Wars Celebration. Dio a été présenté dans le fond pour le nouveau film de The Rise of the Skywalker, qui va sortir en décembre. Il a été présenté au Star Wars Celebration, puis on l'a déjà, dans le fond, créé, réalisé. C'est un droïde 100% fonctionnel, qui a été fait simplement à partir d'images qui ont été prises au Star Wars Celebration. Donc l'étape 1 de tout ça, c'est premièrement les mesures. Donc on prend les images, on a à peu près, avec le nouveau club qui vient de se créer, qu'on n'a pas vraiment présenté parce que c'est pas un club encore officiel, qui est le Dio Builder Club. C'est un nouveau club pour justement ce petit droïde-là. On n'a pas loin de 500 images qui ont été prises à peu près en 20 minutes. Donc, sur 20 minutes, on a réussi à aller chercher 500 images, 500 vidéos pour nous permettre de tout mesurer puis de voir aussi comment ça fonctionne au complet. Donc, c'est une étape extrêmement importante, extrêmement longue aussi. C'est probablement ce qui a pris le plus de temps, de prendre les mesures puis pour pouvoir amener les mesures vers quelque chose de plus fonctionnel. La deuxième étape, c'est la conception en 3D. Donc, à partir des mesures qu'on a prises, on a tout mis ça ensemble pour réaliser, dans le fond, les plans de base. Par la suite, une fois que les plans de base de tout le détail a été réalisé, là, il fallait le faire fonctionner. Le gros défi qu'on a sur ce petit droïde-là, c'est l'espace. Parce que versus un R2, on a beaucoup moins d'espace dans Dio que dans un R2D2. Et la deuxième problématique qu'on a eue, c'est qu'on voulait le faire 100% identique à celui du Star Wars Celebration. Pour pouvoir se faire,
Dans le fond, on a plusieurs engrenages à l'intérieur. Vous allez pouvoir venir à la fin de la conférence pour venir voir de plus près. On a 5 anneaux d'engrenage, comme on voit dans la photo, complètement à votre droite. Puis, c'est ça. Dans le fond, chaque engrenage fait tourner un assemblage de diodes. Donc, c'est un assemblage qui s'emboîte un dans l'autre, puis ça réalise des bearings. Les bearings, c'est des vrais bearings, des vraies billes de bearings, dans le fond, sauf qu'ils sont assemblés dans un assemblage imprimé 3D. Donc, l'étape 3, ça a été les tests. Beaucoup de tests, beaucoup d'erreurs, beaucoup de recommencements. Donc, on voit un peu quelques tests qui avaient été réalisés. On voit dans le fond un premier tower qui avait été réalisé, une première roue dans le fond, avec complètement à gauche le premier prototype qu'on avait fait, avec simplement un moteur pour faire tout tourner. On s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas du tout. On a passé à une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, on est rendu à la 7e version. Pour faire Android fonctionnel qui n'a jamais été réalisé, c'est extrêmement long. Sauf que tout est toujours faisable. Dans les cas des R2 et de nos amis les Bouboules, donc BB8, BB9, eux autres, c'est des plans qui sont déjà réalisés, que ça fait quand même longtemps qu'ils sont sortis, versus Dio qu'on a commencé directement from scratch. Donc vraiment, on a commencé de zéro et on a fait en sorte que le droïde soit fonctionnel. L'étape 4, c'est la réalisation. Étant donné qu'on se base simplement sur des photos ou des vidéos, on n'a pas les peintures officielles, on n'a pas rien d'officiel de Disney qui nous est fourni pour savoir dans le fond qu'est-ce qu'on doit utiliser comme peinture, qu'est-ce qu'on doit utiliser comme matériel ou autre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des tests de peinture. On a fait plusieurs tests de peinture pour savoir exactement quelle peinture on devait utiliser qui ressemblait le plus dans le fond à ce qu'on voyait dans les images. On est 100%, présentement on est à peu près 99% identique à celui du Star Wars Celebration, sauf qu'on n'a pas encore vu le film. Donc on ne peut pas dire qu'on est encore screen accurate. Donc on ne peut pas dire qu'on est 100% identique à celui du film, parce que le film n'est pas sorti malheureusement. Aussi, tout le filage doit être camouflé. C'est un autre défi de ce petit droïde-là, parce que la tête tourne sur le côté, la tête tourne aussi de gauche à droite. On est capable de l'avancer, de la reculer. Il y a énormément de mécanismes dans ce petit droïde-là pour pouvoir pas avoir de fil apparent dans le fond. Donc tout le filage passe directement dans les tubes que vous voyez à l'écran, surtout dans le tube en cuivre. Donc c'est tout simplement un tube qu'on peut trouver à la quincaillerie, un tube de cuivre totalement normal qu'on a utilisé pour faire passer tout le filage, pour pouvoir faire animer aussi la tête. La 5e étape, c'est l'électronique. Donc toute l'électronique à la base pour Dio fonctionne tout simplement avec une manette de radiocontrôle standard, mais on a rajouté un Arduino pour pouvoir mettre dans le fond tout plus smooth. Puis éventuellement on va mettre un gyro pour que la tête puisse se stabiliser en tout temps. Donc peu importe quand on va rouler, la tête va rester dans le fond toujours en haut. Donc je passe la parole à Dominique. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui, bon. Écoutez, moi, ma perspective, c'est que oui, j'ai bâti ce R2D2 ici. J'ai bâti un mouse droid, mais la différence avec d'autres, c'est que moi, je suis un enseignant à l'école secondaire, puis j'ai bâti ça avec mes élèves. Et puis, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est tester, voir qui pourrait bâtir ces robots-là. Okay? Parce que, je vais vous dire, ayant grandi dans le monde des R2D2, c'était la question, est-ce que moi, je suis capable? Moi, je suis ici pour vous dire, qu'on m'a demandé de vous mentionner, à qui c'est accessible tout ça? Et puis, la beauté avec ça, c'est que je me suis rendu compte qu'avec mes jeunes, manque le fait un peu de drive de leur part, mais il a fallu que leur enseignant, les rah-rah-rah, on s'est rendu compte que n'importe qui peut le bâtir. Alors, si on regarde, quand je dis n'importe qui, je parle bien que ce soit des ados, que ce soit des adultes comme vous et moi, ou que ce soit les plus vieux,
qui sont à la retraite, bientôt. N'importe qui peut le faire. La question qui existe chez ces gens-là, c'est la question budget. Okay? Les gens qui veulent le faire vont avoir un choix de matériaux, mais le choix de matériel qui va être utilisé va beaucoup dépendre de leur budget, qui a été notre cas ici à l'école, mais qui est dans mon cas aussi à moi personnellement, parce que comme Jonathan vous a mentionné, on a un nouveau club aussi qui s'infiltre un peu dans l'astromech, c'est celui pour fabriquer des droïdes, nous en particulier, de Wall-E. Okay? Et Wall-E, s'il y en a qui se rappellent de ce film-là, qui a été fait par Pixar, nous, ça nous amène dans des finances, ou moi, ça m'amène dans des finances un peu différentes, qui veut dire que, dépendamment de votre budget, vous allez être capable de faire les choses. Il y a aussi, ce que je mentionne au tableau, les connaissances et les compétences des gens, parce que ce qui intimide les gens, c'est beaucoup, je connais pas tout, je peux pas tout faire. Et puis, si vous pensez 2 secondes que ces gens ici connaissent tout, presque. Moi, je ne fais pas partie du presque parce que je ne connaissais pas tout. Mais ce qui a été génial, par exemple, c'est que j'ai eu ces gens-là pour m'aider, ces gens-là et d'autres à l'Internet. L'idée, c'est que j'ai pu prendre une base que j'avais, puis à partir de là, de continuer. Et est-ce que j'ai fait des erreurs? J'ai fait des erreurs, OK? Parce que les erreurs, c'est pas des erreurs, c'est comment apprendre à bien le faire. Puis moi, c'est une chose que j'ai dû apprendre. C'est une chose que j'ai voulu que mes jeunes apprennent, puis ils ont tous appris ça. Donc, puis vraiment aussi, ce que je mentionne, c'est votre volonté. Les gens qui ont la bonne volonté, qui ont le drive, qui ont la passion, vous allez être capable de le faire. Maintenant, le genre de matériel qui a été utilisé dans les R2, puis la beauté ici, pas juste R2, BB8 et son Dio, merci, parce que vous pouvez voir que je ne suis pas aussi ferré que Jonathan. L'idée ici, c'est qu'on a utilisé du matériel que vous pouvez voir ici, que ce soit de l'aluminium, le métal, que ce soit le bois. Okay, je dis bien le bois, parce que ce que vous ne voyez pas, hein, c'est que dans le R2 que j'ai bâti à l'école, à l'intérieur, toute la structure est faite en bois. Et il y a aussi le plastique. Okay? Puis quand je dis le plastique, que ce soit le plastique qui vient d'une imprimante 3D, si vous regardez la beauté de ce bébé neuf, c'est tout fait avec l'imprimante 3D. Donc, encore une fois, ça dépend de vous. Où sont vos forces? Okay? Moi, dans mon cas, à l'école, j'avais plein d'équipements qui étaient virés vers le bois. Okay? Alors, les jeunes pouvaient commencer avec une base qu'ils connaissaient déjà. Et puis, on avait les outils. Donc, on pouvait aller avec ça. Donc, si on regarde, par exemple, pour le bois, dans notre cas, merci, dans notre cas ici, j'ai mis un petit vidéo, mais la vidéo ici, c'est pour vous montrer le principe d'une machine CNC. Okay? La machine CNC, elle, ce qu'elle va faire, hein, c'est qu'on fait le design à l'ordinateur, et à partir de là, l'ordinateur, lui, va contrôler une toupie qui, elle, va aller creuser dans le bois, et qui va faire les choses précisément. Quand je dis précisément, c'est que ça va prendre le plan d'un ordinateur, puis ensuite, ça va le convertir en code, et le code NC, si on peut dire, NC qui veut dire Numerical Control, et à partir de là, va aller construire ça avec la CNC. Là, les gens vont dire, ben oui, mais moi, j'ai pas une CNC. C'est pas un problème, ça. OK? C'est que vous utilisez vos compétences, vos connaissances. Et puis, moi, ça s'est donné que j'avais accès à ça. Quand je disais que je vais prendre ma retraite, est-ce que je vais avoir accès à la CNC? Non, qui fait partie de mon stress, mais bon. Il va falloir que je me débrouille d'une autre façon. Et puis, vous allez être témoin, si vous venez les années à venir, je serai encore autour. Et j'aurai continué à bâtir des robots. Parce que la CNC, c'est pas la chose. Parce que là, si on continue dans la vidéo aussi, d'autres matériaux, par exemple pour imprimante 3D, vous allez voir que pour imprimante 3D, même principe. Okay, j'ai un petit vidéo qui vous montre ici rapidement comment fonctionne le principe d'imprimante 3D pour ceux qui ne connaissent pas. Mais si quelqu'un va me demander, est-ce qu'un R2D2 peut être fabriqué en 3D complètement? La réponse est complètement oui. Parce que si vous regardez, on a une personne dans la gang ici, Frédéric, qui lui est un des premiers qui a bâti son R2D2. Fred, tu veux nous faire la main? OK? OK? Fred, lui, c'est tout un bâtisseur qui, lui, l'a fait avec l'imprimante 3D. Et si vous me demandez si son R2 est wow, la réponse est wow. OK? Mais l'idée ici, c'est qu'il y a des plans, et puis je ne peux pas parler pour Fred, mais il y a des plans qui existent à l'Internet où vous pouvez prendre ces plans-là et vous pouvez les adapter, vous pouvez les mettre pour votre imprimante 3D et vous n'avez pas de modification à faire. Vous pouvez ensuite les imprimer et vous allez avoir votre R2D2. OK? Et le coût d'un R2D2 en faisant de cette façon-là est beaucoup moins élevé que ce que moi, ça m'a coûté pour mon R2D2. Parce que s'il y en a des gens qui vont me demander combien ça a coûté pour celui-là, 3 000 $ autour de là. Mais ceux qui sont faits en aluminium, les passionnés,
leur choix coûte un peu plus cher. Donc, ça, c'est l'imprimante 3D. Puis je mentionne en parenthèse aussi, c'est que le matériel, je mentionne le styrène. Le styrène, ici, si on regarde par exemple la montre R2D2, le styrène, c'est la carapace qui est autour. C'est une feuille qui est un petit peu moins qu'un 16e de pouce d'épaisseur, où on a délimité les différents panneaux pour qu'ensuite on puisse envelopper la carapace autour de la structure de bois. Qui veut dire que vous avez beaucoup de styrène là-dedans. Les pieds, par exemple, sont en aluminium. Le dôme est en aluminium. Je ne peux pas prendre le crédit pour le dôme. C'est des membres du club de R2D2, mais c'est la beauté de l'affaire. C'est qu'on travaille tous ensemble. Pour me dépêcher un petit peu, je donne des exemples, si tu veux, à la prochaine. Le genre de matériaux, si je vous parle de matériaux en métal, voici des exemples de choses qui ont été faites en métal. Et puis ça, c'est tiré exactement des photos de mon R2D2 quand on l'a bâti. Si on continue avec le R2D2, vous pouvez voir que certains de mes jeunes, avec le développement du R2D2, la structure dont je vous parlais, qui était faite en bois, je vous montre en ce moment, puis la beauté. Si vous regardez la photo à droite, en haut, vous allez voir, ça c'est la patte du milieu. Ce que vous voyez là, ici, c'est une roue. Et la beauté, pour ceux qui ne connaissent pas cette roue-là, ça vient de la compagnie Vex Robotics, c'est une roue où les roues peuvent avancer dans ce sens ici, mais elles peuvent vous faire aller aussi dans l'autre sens. C'est spectaculaire. S'il y en a qui veulent voir après, vous allez pouvoir voir, vous pouvez y toucher si vous voulez. Donc ça, c'est la beauté du R2D2. Un exemple, c'est ce que j'ai fait, mais pour beaucoup des autres, c'est le même principe. Et puis, évidemment, dans la prochaine diapositive, j'ai travaillé sur le Mouse Droid. Le Mouse Droid, pour ceux qui le connaissent, il était dans plusieurs des films de Star Wars. Moi, encore une fois, avec les équipements d'école, on l'a fait en bois, une approche qui était la nôtre. Et ensuite, comme dernière chose que je peux vous montrer personnellement, qui est retirée de l'école, mais qui amène ma passion à moi personnellement. Parce que, faut pas se cacher, là. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai des personnes comme ces gens-là ici, Fred, qui m'ont aidé à apprendre et qui m'ont donné la confiance pour qu'ensuite je puisse m'embarquer à faire le fameux Wall-E. Parce que Wall-E, en ce moment, puis en passant, je ne le fais pas tout seul, j'ai David ici qui en fabrique un avec moi, on est en train de le concevoir de zéro. OK, on est en train de s'aventurer. Et est-ce qu'on va se casser la gueule un peu? Officiellement, on va se casser la gueule. Okay? Mais au bout de la ligne, si vous venez au Comic-Con l'année prochaine, il y a des très bonnes chances que vous allez voir Wall-E qui va vous demander si vous êtes Eva. OK, moi je vais parler surtout de mon expérience que j'ai eue en fabriquant un droïde en aluminium. Puis je peux enfin répondre à la fameuse question que au moins une personne sur deux nous pose. La réponse, c'est 25 000. C'est une question qui revient tout le temps. Le prix d'un droïde peut varier entre, je dirais, 2 000 et même ça peut aller jusqu'à 30 000 $ facilement, avec toutes les options. Mais un modèle comme ça, ici, qui a été fait, je dirais, de base, avec pas beaucoup d'options, on parle de vraiment 25 000. Oui, c'est de l'argent. C'est pas toujours évident. Un des facteurs qui peut influencer sur le prix pour nous autres, entre autres les Canadiens, c'est le taux de change. La poste par rapport aux États-Unis, c'est souvent pas mal plus cher, puis les frais de douane peuvent être absolument exorbitants. J'ai déjà eu jusqu'à 400 pièces de douane pour une pièce, ce qui est absolument ridicule. Fait que ça va faire quand même varier. Il y a des pièces, les pièces sont machinées habituellement avec des machines, entre autres des machines CNC. Ces pièces-là, il y a une expertise qu'on peut pas avoir, les machines qu'on peut pas avoir, donc on paye quand même relativement cher pour avoir. L'aluminium est quand même, je dirais, un bon 90% du prix du droïde. Il y a un petit peu aussi qui est l'électronique. On parle peut-être, ça peut aller jusqu'à 1 500 $ peut-être en électronique si on veut vraiment pousser à l'extrême. La peinture, ça peut quand même aller vite aussi avec la peinture. Des fois, là, ça peut être un 500 $ de peinture. Ça monte quand même assez vite. Le temps de construction, c'est quand même... ça peut être très très rapide si on a accès aux pièces rapidement. Il y a plusieurs facteurs qui font qu'on n'a pas accès aux pièces, là, mais ce droïde-là était bâti en 1 mois et demi, en ayant accès facilement à toutes les pièces, puis en ayant accès à un budget probablement limité. Le prix des pièces va souvent être un facteur qui va influencer le temps de construction. David, hein, c'est quelque chose. Certaines pièces, ça peut aller des fois jusqu'à 2 000 $ la pièce. On ne peut pas se permettre d'en acheter 3-4 par mois, en tout cas pour le commun des mortels. Donc, on est obligé d'étaler ça une fois. À chaque quelques mois, on achète une nouvelle pièce, Il faut être extrêmement patient.
L'assemblage peut prendre un certain temps. Évidemment, pour les pièces d'aluminium, je vais en parler un petit peu plus loin, c'est relativement plus facile à bâtir. C'est des pièces qui vont s'emboîter beaucoup plus facilement. Il y a moins de travail de pièces à faire. La peinture aussi peut prendre des fois un certain temps là, avant que ça sèche puis déposer, mais ça, c'est un facteur qui va affecter tous les droïdes. C'est vers la fin, souvent qu'on fait ça, là, on passe une couple de semaines à faire la peinture. Si vous voulez avoir un droïde qui ne coûte pas ce prix-là, c'est parfaitement possible, même en ayant un look qui est quand même intéressant. On peut choisir seulement certaines pièces en aluminium puis faire un mix de pièces. On peut faire un droïde. Mon premier droïde était en aluminium, en bois et en plastique. Si on a 100 droïdes ici, il va en avoir 100 qui ont été faits différemment. Il n'y a aucun droïde qui est identique. Chacun va mettre sa touche personnelle, va choisir telle pièce, je la préfère en plastique, telle pièce en aluminium. Puis il y a moyen d'arriver à des très bons résultats, même si on n'est pas tout en aluminium. Il y a des avantages de l'aluminium aussi, je vais revenir un petit peu plus loin, qui ont fait que j'ai choisi les plus en aluminium. L'aluminium, un des gros avantages, c'est extrêmement solide. On pourrait en théorie embarquer sur le droïde puis se faire promener avec sans problème. Il est capable de supporter un énorme poids. Non, ok, la plupart des poids. La plupart des poids seraient supportés. on va le prendre pour acquis. L'aluminium va apporter aussi une esthétique qui est quand même assez professionnelle, qui va se rapprocher beaucoup de ce qu'on a vu dans les films. Même si dans les films, c'était pas toujours 100% aluminium, il y a eu beaucoup d'aluminium dans les films. Donc on se rapproche beaucoup plus de ce qu'on a vu. L'aluminium est extrêmement, par rapport aux autres matériaux, extrêmement facile à assembler. C'est des pièces qui ont souvent déjà les trous des vis toutes prêtes, qui vont pouvoir s'emboîter. Il reste souvent juste c'est plus de l'assemblage que de la fabrication. Je dirais un peu moins de mérite à y aller avec l'aluminium, mais c'est tellement beau. Des fois, on va quand même y aller pour ça. L'aluminium est très, 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 très cher. Je pense que j'ai oublié des traits. J'ai oublié une coupe de traits. C'est vraiment très cher, malheureusement. Le prix de l'aluminium a monté aussi dans les dernières années, ce qui influe, entre autres, là-dessus. C'est pas évident, mais c'est un choix qu'on peut faire. On a aussi un problème relié à l'aluminium, vu que la plupart du monde ne peuvent pas machiner leurs pièces en aluminium, ou en tout cas la plupart des pièces ne sont pas capables. On dépend de certaines personnes pour faire avoir les pièces. Donc, si une pièce X n'est pas disponible, ben, soit on prend un autre matériel, soit on attend que la pièce soit produite par quelqu'un qui a la capacité de le faire. La loi du builder, c'est quelque chose qui est quand même intéressant justement pour déterminer dans quel matériau on veut le faire. Il y a 3 critères, puis quand on construit un droïde, habituellement on peut seulement avoir 2 des 3 critères. C'est à nous autres de choisir les critères qu'on veut. Si on veut un droïde qui coûte pas cher, puis qui va être facile à faire, habituellement l'esthétique va en pâtir un peu. On n'arrivera à probablement pas un look qui va être identique au film. Si on veut quelque chose qui est très facile à faire puis qui va être très beau et très professionnel, on a l'inconvénient du coût qui va venir avec ça, par exemple l'aluminium. Si on veut quelque chose qui est très beau, j'ai un petit minute. Quelque chose de beau qui coûte pas cher, c'est ça? Dans le fond, on va probablement travailler beaucoup plus que ce que d'autres pourraient travailler. C'est faisable. Mais bref, il faut juste choisir en partant, il faut peut-être se poser la question de c'est quoi les 2 facteurs sur les 3 qui sont les plus importants pour nous. C'est ça qui va décider probablement une bonne partie de la construction du droïde. Parts run. Si vous travaillez, pas juste en aluminium, mais surtout en aluminium, ça va être quelque chose qui va revenir souvent dans votre vocabulaire. On est obligé de dépendre de certaines personnes pour fabriquer les pièces, des personnes souvent qui travaillent en métallurgie, qui ont accès à des machines spécialisées, qui sont très très chères. Ils vont pouvoir faire des pièces spéciales. Donc en gros, ces personnes-là vont offrir les pièces avant nos mondes. Par exemple, si on prend sur le droïde ici, j'en ai un exemple, sur l'œil ici, la pièce bleue, si mettons on voudrait l'acheter, il faut que quelqu'un la produise, sinon on ne peut pas l'acheter évidemment. Quand quelqu'un rend la pièce disponible, il faut se poser la question aussi, est-ce que ça va fitter sur les autres pièces que j'ai déjà? Est-ce que ça va bien s'emboîter comme un casse-tête?
La réponse, c'est oui. Elle va savoir bien saboter si on va si on demande l'aide des R2 Builders. Parce qu'il y a un conseil des builders qui a été mis en place, qui s'assure que chaque pièce qui est mise à vendre par le groupe a été testée avec toutes les combinaisons des autres pièces disponibles. Si les pièces ne sont pas assemblables ou ont des petits problèmes d'ajustement, les pièces ne seront pas mises à vendre. Donc, on s'assure d'une certaine uniformité quand on parle de pièces qui vont coûter facilement 500 000 $. C'est quand même intéressant de savoir si ça va fonctionner avant de l'acheter. Donc, on a une uniformité des pièces qui est beaucoup plus facile. Ça veut dire que si 3 personnes fabriquent la même pièce, on peut y aller quasiment les yeux fermés en sachant que la pièce, peu importe laquelle on va prendre, elle va fonctionner. Il faut juste prendre celle qu'on préfère. Faut que j'aille plus vite? Parfait, on va aller plus vite, ça sera pas bien long. En gros, le processus, la personne va par exemple va dire je vais faire des yeux, je voudrais en faire 40. Est-ce qu'il y a 40 personnes d'intéressées? Fait que là, les mains se lèvent sur le forum. On dit dès qu'il atteint ces 40 personnes, là, il dit OK, c'est bon, on va arrêter les réservations. La personne avance l'argent, va faire fabriquer la pièce. Dès qu'elle a les pièces dans les mains, là, elle demande l'argent à ceux qui veulent les acheter. Fait que ça apporte une certaine sécurité aussi. On ne confiera pas notre argent à quelqu'un pendant des mois avant de recevoir la pièce. Dès qu'on paye la pièce, c'est que la pièce ça va être livrée très bientôt. Fait que ça nous permet d'avoir une certaine sécurité aussi à ce niveau-là, vu qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Fait qu'en gros, ça ressemble à ça pour la fabrication d'aluminium. Pour revenir un peu sur l'impression 3D qu'on a abordé brièvement tantôt, le concept de l'impression 3D, c'est tout simplement une bobine de plastique, un filament qu'on appelle. Donc, ce filament-là, c'est une bobine habituellement 1 kg ou 2 kg pour certaines bobines un peu plus grosses. Comment ça fonctionne dans le fond, c'est que le filament est fondu, puis on imprime couche par couche, une étape à la fois, pour réussir à produire une pièce de plus ou moins grande, dans le fond, taille. Puis, les matériaux pour l'impression 3D, au début, on n'avait que du plastique. Maintenant, il y a beaucoup plus de matériaux disponibles. Il y a du métal qu'on peut imprimer en 3D. Il y a du plastique, évidemment. On a des plastiques qui sont flexibles maintenant. Il y a même du filament qui est fait à partir de résine de bois. Donc, on peut imprimer littéralement une pièce en bois à partir d'une imprimante 3D, à partir de tout récemment. Aussi, les imprimantes, il y en a une panoplie. Il n'y en a pas juste une ou deux dans le monde, il y en a beaucoup. C'est toujours bon de s'informer avant d'acheter une imprimante, de savoir quelle grandeur qu'on veut imprimer, puis surtout quelle vitesse qu'on veut imprimer et la qualité d'impression qu'on veut. Parce qu'on peut passer d'une imprimante avec environ 0,01 mm de précision à une imprimante d'environ 1 mm de précision. Donc il y en a qui sont extrêmement plus précises que d'autres. Le problème quand c'est moins précis, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de finition à faire. Comme disait Alex tantôt, l'impression 3D est beaucoup moins chère. C'est très facile, mais l'esthétique, ça va être beaucoup plus long à ramener ça pour que ça soit parfaitement beau. Étant donné que vous avez énormément de sablage à faire, énormément de finition à faire, surtout avec une imprimante qui n'est pas extrêmement précise. Pour les BB Series, dans le fond BB8, BB9 entre autres, sont 100% réalisés en impression 3D. Donc vous n'aurez pas un magasin BB8. Donc c'est un mécanisme à l'intérieur qui roule dans une boule complètement lisse. Ce qui fait que c'est beaucoup plus dur à réaliser pour un grandeur nature versus un petit jouet. D'où pourquoi ceux qui font les jouets les font de cette façon-là. Nous, ce qu'on a préféré, c'est la drive, dans le fond, qui a été utilisée sur le tapis rouge de Disney. Donc, celle en bas qui bouge, c'est celle de Disney. C'est littéralement le mécanisme que Disney a utilisé sur son tapis rouge. Celle en haut à gauche, c'est celle de notre ami Stéphane qui n'a pas pu être ici malheureusement avec son BB8. Celle à droite, c'est la mienne qui est dans BB9 présentement. BB9 est capable de rouler. Dans le fond, les deux fonctionnent à peu près de la même façon. La grosse différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui peut
tourner sur lui-même versus le mien qui ne peut pas. BB-8, dans le fond, ça a été fait en collaboration avec Kerry Christie aux États-Unis. La drive est extrêmement coûteuse aussi. Elle est beaucoup plus coûteuse. Elle coûte environ 2500 $ à réaliser juste pour la mécanique, versus la mienne qui m'a coûté environ 400 $. Donc on a une bonne différence quand même de ce côté-là. Sauf que celle de BB-8 a des pièces en aluminium. Donc on comprend assez rapidement avec l'explication d'Alex de tantôt que l'aluminium c'est beaucoup plus cher. Mais c'est extrêmement précis, c'est quand même très bien de le faire quand même en imprimé 3D. Mon R2D2 est 100% imprimé 3D, mon BB9 aussi, et Dio aussi. Les trois que j'ai réalisés sont 100% imprimés 3D, et avec une bonne finition, un bon sablage, beaucoup de temps passé là-dessus, ça fait quelque chose de quand même très bien de ce côté-là. Donc si vous avez des questions, vous pouvez venir au micro, le micro qui est rendu là. Ouais, aussi, si vous avez des questions aussi à main levée. Juste avant de conclure aussi, je veux juste mentionner que la meilleure façon de nous trouver, c'est via Facebook. Donc, on fait une recherche Québec Astromech sur Facebook, vous allez nous trouver tout de suite. C'est pas mal notre repère si jamais l'un d'entre vous est intéressé éventuellement à construire un robot. Combien ça peut coûter, ça? Le droïde peut peser jusqu'à... J'en ai déjà vu qui ont pesé jusqu'à 300 livres. Aluminium, on parle de 200 livres probablement. Plastique, c'est beaucoup plus léger. On parle de... Environ 130-150 livres pour un droïde en... Combien, 80, oui. Oui, c'est ça. Parce que moi, le mien est à peu près 150 à 170. 80, ça a l'allure. C'est plus facile à transporter. Oui. C'est un facteur des fois qu'on ne pense pas, là, mais quand on veut le transporter, il faut avoir une paire de bras supplémentaire souvent là, pour se déplacer 300. Si vous allez voir, par exemple, à notre booth, comment? Notre kiosque, merci. Vous allez voir qu'un de nos amis a fabriqué le R5. Et vous allez voir que ce R5-là est formidable, mais il est fait complètement plastique. Et puis, oui, il peut être levé par une personne. Ils sont plus démontables ou pour les transporter justement, est-ce que vous démontez comme les pattes? Il y en a beaucoup qui démontent les pattes, dépendant du volume que tu... Dépendant du volume que tu peux défaire les pattes, mais souvent c'est du trou, puis on finit toujours par briser quelque chose, utiliser des pièces en montant, démontant. Donc la plupart du monde le font, évitent de le faire, je dirais. Les pieds sont, les gens peuvent quand même se déplier ou se mettre parallèle au corps, ce qui aide quand même au transport. En général, on essaie d'éviter ça, là, par expérience. Et aussi, la beauté de ce qu'on fait ici, c'est que ça dépend de vous aussi. Parce que vous pourriez très bien décider, par exemple, qu'il y a un terme qui est utilisé pour les R2D2, c'est qu'il soit 2-3-2. Et l'idée 2-3-2, c'est qu'il peut être sur 2 pattes, 3 pattes ou 2 pattes. Alors, c'est la motion, si vous vous rappelez dans les films, là, où le R2D2 peut changer sa position. Il y a des gens, eux, qui préfèrent l'avoir sur 2 pattes pour le transport, où c'est plus simple pour eux. Il y a des personnes qui, comme moi, j'ai pas eu assez de nerfs pour le faire et de connaissances. Donc, moi, je l'ai laissé sur 3 pattes. Mais j'ai déjà vu des gens dans le groupe du R2 Builders qui, eux, comme vous le mentionnez, oui, ils enlèvent les pattes, mais ils l'ont disons, organisé à leur goût pour que ça soit comme ça. Donc, oui, c'est faisable, mais... Oui, est-ce qu'il résiste bien aux intempéries, au froid, au chaud, à la pluie? En fait, non. Je pourrais te faire une réponse très longue. C'est pas quelque chose qu'on va vraiment tester avec un robot dans lequel il y a autant d'investissements, soit financiers ou en temps. Donc non, on ne le laissera pas vraiment traîner à côté du cabanon pendant l'hiver. Par contre, ça va vraiment jouer selon les matériaux.
Un robot en aluminium comme le mien pourrait très bien recevoir de la pluie, à la limite, puis il n'y aurait pas de problème. Par contre, un robot qui est en bois, ben, ça ne marchera pas. T'sais. Aussi, imprimer 3D, le gros problème, c'est la chaleur. Tout dépendamment du matériel que vous allez utiliser, il y a des matériels qui fondent plus rapidement que d'autres. Alors, on a des matériels à 200 degrés Celsius versus des matériels à 300 degrés Celsius. Donc, si vous le laissez dans votre véhicule par une pleine canicule, ça se peut que quand vous reveniez, il soit plus totalement de la même forme. L'aluminium ne rouille pas, mais j'éviterais quand même de le laisser appliquer personnellement, là, parce que c'est pas un droïde qui est imperméable. Puis il y a de l'électronique dedans. Il y a quand même pas mal d'électronique, donc c'est quelque chose à éviter, je dirais. Là. On essaie de se promener quand il fait beau. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire C3PO, par exemple? Ben, faire C3PO, c'est un droïde. Enfin, un droïde automatisé, non, je connais pas vraiment personne qui a fait de droïde automatisé. Absolument, on l'utilise comme un costume qu'on va porter comme les autres costumes là, de la 501e Légion ou de la Légion rebelle. Mais attends, tu peux rajouter. Si vous venez voir la pièce, vous allez voir quelqu'un s'est aventuré à faire la tête, en tout cas on a la tête et un pied. Le reste, je pense que c'est Chewbacca qui l'a quelque part. Mais l'idée, par exemple, et la beauté de notre aventure, c'est que beaucoup de personnes nous demandent pourquoi est-ce que tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça. Moi, ma réponse pour ces 3 PO, il y en a 2 réponses. La première, c'est quoi? Mais si je bâtissais le costume, penses-tu que Balou ici pourra rentrer dans le costume? Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, puis ce qui est intéressant, c'est que si on devait la fabriquer en 3D, c'est le processus de la peinture. Parce que, écoute, ces 3 PO, on peut voir que il y a beaucoup de reflets, et puis la couleur en or est un défi. Et aucunement ce que je dis là veut dire que c'est pas faisable, c'est complètement faisable. Mais c'est un défi, comme n'importe quoi. Comme tous les robots que vous voyez ici. La réponse est oui, c'est faisable. Est-ce qu'on va en faire un? Je dirais pas non. Regardez les yeux ouverts. Pour faire partie personnellement du C3PO Builder Club, oui, c'est faisable. Il y en a eu 2 présentement dans le monde qui roulent, qui sont fonctionnels, qui avancent. Et oui, avec l'impression 3D, c'est un défi, oui, de faire l'effet métal. Mais il y a énormément de procédés qui sont sortis dans la dernière année et c'est étonnant les résultats que ça donne. Personnellement, j'étais certain que la personne l'avait fait en métal. Puis je me suis fait confirmer que c'était imprimé 3D, mais il a passé plus de 72 heures par pièce à sabler. Donc c'est extrêmement long, extrêmement ardu, mais oui, c'est faisable. Il y en a 2 présentement qui roulent qui sont totalement imprimés 3D, qui sont totalement pas autonomes, mais télécommandés dans le monde présentement. Étant donné que c'est quelque chose qui coûte vraiment cher à construire, est-ce qu'il y a un marché pour la location, ou tu sais, comme vous faites des événements comme ça, ou est-ce que c'est totalement un projet du cœur qui intéresse les gens? La location comme telle, non, mais étant donné qu'on fait énormément d'événements avec le 501e, qui est dans le fond le groupe officiel de Star Wars, on se regroupe tous ensemble pour faire les événements. Donc, tout dépendamment si la 501e a besoin d'un droïde ou non, ils vont communiquer avec nous, on peut s'inscrire aussi avec eux pour faire des événements. Mais la plupart des événements sont caritatifs pour les enfants, entre autres. Quelque chose que le monde n'est peut-être pas familier. Il y a une raison légale qu'on ne peut pas faire de location, de choses comme ça. On utilise une propriété intellectuelle qui appartient à Disney. Disney nous tolère, je pense que le mot tolérer, à condition qu'on fasse 0 cent de profit. C'est vraiment une des conditions primordiales qu'ils ont demandé. Ça va s'appliquer aussi aux droïdes, je dirais. Il y a un peu moins de contrôle que, par exemple, la 501e Légion. Mais s'ils s'aperçoivent qu'il y a du monde qui se font d'argent, c'est clair que Disney a le bras très long. Fait qu'habituellement, non, on ne mettra pas ça à louer. Non, c'est pas des affaires on n'a pas de commerce qu'on met ça à vendre. Mais oui, on fait du bénévolat, entre autres, avec ça. Là. Individuellement, chacun, vos backgrounds, vous faites quoi dans la vie quand vous n'êtes pas en train de faire ça? Puis qu'est-ce que vous avez pu tirer de votre background pour être capable de mettre en application? Il y en a un qui est en ordinateur, un qui est en mécanique, un qui est cuisinier, peu importe. Qu'est-ce que vous avez comme background qui vous a aidé là-dedans? Je suis développeur web, fait que c'est sûr que le côté programmation pour les boards Arduino, ça l'aide, c'est quelque chose de beaucoup plus familier. Mais le côté construction, c'est vraiment, j'ai parti de zéro.
Moi, j'ai été 30 ans dans l'enseignement. J'ai enseigné l'informatique et communication informatique. J'ai beaucoup travaillé avec des CNC. J'ai touché beaucoup de différentes choses. Donc, j'avais une certaine polyvalence. Alors moi, de mon côté, je suis neurochirurgien et astronaute. Non, c'est pas vrai. Je travaille, en fait, je suis gestionnaire dans le domaine du transport en commun, donc ça n'a zéro rapport avec la robotique. Donc c'est vraiment ma passion qui m'a amené là. Un rêve de petit gars de un jour pouvoir croire que R2 existait pour vrai. Alors j'ai fait en sorte que ce soit vrai. C'est simplement de la passion. Donc j'ai tout appris par rapport à l'électronique et tout, autodidacte et avec l'aide de mes copains. De mon côté, j'ai fait des études en électronique, en système ordinaire plus précisément. Donc tout ce qui est robotique, électronique, circuiterie, parce que tous mes circuits, ou presque, sont faits de moi. C'est pas des circuits que j'ai achetés. La plupart, c'est moi qui les ai réalisés. Puis je travaille présentement chez Siemens pour l'automatisation du bâtiment. Mais surtout, côté impression 3D et autres, j'ai tout été 100% autodidacte. Google est probablement votre meilleur ami quand vous avez besoin de renseignements. Dernière? La meilleure place qu'on peut trouver des plans, admettons, là, je gagne la loterie demain, je vais m'en partir un from scratch. Là. Y a-tu le do-it-yourself starter kit qui est où? Ouais, en fait, la première étape, ça va être de nous rejoindre. Okay. Puis on va pouvoir t'orienter dans la bonne direction. Mais les plans de R2 sont disponibles via astromech.net, qui est le site du R2 Builders Club international. Puis c'est vraiment des plans là, sur la coche très, très précis. Lors de la sortie de l'épisode 1, dans le fond, en 2000, Lucasfilm avait prêté un droïde officiellement là, pour que les plans soient conçus vraiment sur la coche. Oui, astromech.net. Une chose que je voudrais rajouter, que les gens peuvent demander, c'est combien de temps ça nous a pris pour fabriquer les droïdes? Parce que si je regarde, par exemple, le R2 qu'on a fait ici à l'école, ça nous a pris 1 an et demi pour le faire. Oui, on s'est basé sur des plans, mais dans notre cas, on a fait beaucoup des choses nous-mêmes au point de vue des plans. Encore une fois, ça dépend de la force des gens. En particulier, il y a le R2 Builders Club, qui est un club gratuit. Puis en passant, toutes les choses qu'on fait, là, on essaie d'aller vers le plus gratuit possible. Donc le R2 Builders Club, là-dedans, beaucoup de choses. Okay? Ce qui est le fun avec nous autres, c'est que tu veux parler en français, tu veux dire en français, tu vas avoir du français. Tu vas avoir la saveur québécoise, tu l'as. I don't give a shit. Hey, merci tout le monde.